Bon ben on est mardi 30 avril et je vous accueille chez moi à Ouépion. Enfin non en fait je suis pas à Ouépion, je suis à Namur. Et j'avais envie de commencer avec ça. Que ta vie soit fleurie ma chérie. C'est une artiste namuroise et puisque toutes les fleurs sont en train de sortir, pour moi c'était une bonne manière de commencer cette entrevue, de parler des fleurs et du pouvoir des fleurs. Je vais pas aller plus loin dans l'explication mais... Euh, Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un peu le débat. Pour moi, c'est super important de débattre. C'est comme ça qu'on élève nos consciences. Et le débat, ça émerge souvent d'une réaction. Et ces derniers jours, il y a deux articles qui sont sortis, que j'ai diffusés un peu sur mes réseaux, sur mes canaux. Il y en a un de France Soir qui est intitulé le Parlement européen approuve une révision de la PAC moins verte, la colère des agriculteurs entendue par les gouvernements. Et cet article fait réagir beaucoup les citoyens parce qu'ils se demandent si on va avoir du coup des répercussions sur la manière dont on peut prendre soin de l'environnement. Et c'est important pour moi d'amener de la nuance dans cette question de pourquoi est-ce que la PAC a un petit peu reculé. Ça, c'est une première chose, c'est un premier sujet que j'aimerais traiter. Et puis après, j'ai envie de vous parler des initiatives qui permettent justement d'aller plus loin que l'Europe. Et ma réaction vient d'une interview qui a été donnée par Kéros, la botte paysanne du producteur au mangeur. Dans le premier article, en fait, on entend cette inquiétude de la part des médias que la PAC a réduit un petit peu ses exigences. Alors de manière très concrète, qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé, en tout cas en France, de ne pas imposer aux agriculteurs l'obligation de mettre 4% de leurs terres en jachère. Les jachères, ça sert à quoi? C'est des espaces naturels auxquels l'agriculteur ne touche pas et qui vont permettre une restauration naturelle de l'écosystème. Alors sur le principe, l'idée est très bonne, même si moi j'ai eu beaucoup de questionnements sur la responsabilité de mettre en place des jachères, parce que des jachères, si on les entretient pas bien, ça peut devenir des foyers d'adventices, donc de ces plantes qui sont indésirables en culture. Donc ça peut devenir des banques de graines qui sont dérangeantes, et donc ça fait peur aux agriculteurs conventionnels. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est de ne pas laisser la nature faire, mais c'est d'un peu la guider et donc de semer ce qu'on peut appeler des prairies à haute valeur biologique. Et donc ça, c'est une autre approche. En tout cas, ce que je constate, moi, c'est que, et ça, je vous parle de moi, c'est que quand on m'impose quelque chose, souvent j'ai moins envie de le faire. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui est super important, si on veut amener les agriculteurs vers une agriculture en Europe plus verte, c'est de les soutenir. C'est pas de les brider. Et donc, en ça, pour moi, je trouve que prendre un pas de recul pour se dire on va faire confiance, on va se donner un peu plus de liberté que d'imposer un cadre, pour moi, c'est une bonne chose. Ça donne plus de liberté à ces agriculteurs qui sont déjà submergés par des tâches administratives. Et donc ne pas leur imposer cette charge-là en plus, pour moi, c'est leur offrir l'opportunité de démontrer qu'en fait, ils peuvent proposer des solutions qui sont plus faciles à mettre en œuvre pour eux et qui seront du coup meilleures pour l'environnement et pour le citoyen. Il faut savoir que la PAC est déjà de plus en plus exigeante pour tous ces agriculteurs conventionnels qu'on a mis sur une voie de la productivité à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'incitants pour que les agriculteurs verdissent un peu leur production. Mais il faut se rappeler aussi que la première mission des agriculteurs, c'est de produire, c'est de pas de prendre soin de l'environnement. Alors évidemment, avec l'agroécologie, on peut leur faire prendre conscience qu'en prenant soin de l'environnement, ils vont avoir une meilleure productivité. Mais ça prend du temps avant de faire changer les mentalités. Et donc c'est important qu'on mette pas la charrue avant les bœufs et qu'on amène d'abord les solutions avant d'exiger un cadre légal qui imposera à tous les agriculteurs de respecter certaines règles. Donc en soi, je comprends la peur des gens et je comprends la peur de tous les activistes qui disent ben, la PAC est moins verte, elle aurait dû être plus exigeante. Je suis d'accord avec eux, mais en soi, je pense que si on n'avance qu'avec ceux qui ont déjà les outils, on va s'empêcher
à terme d'aller plus loin. C'est un dicton, moi, qui me suit depuis quelques années, c'est ensemble on va vite, seul on va vite, ensemble on va loin. Et donc ça, je pense que le pas de recul qui est fait aujourd'hui est important pour ça. Donc ça, c'est pour couvrir un peu le sujet de France Soir. Maintenant, on peut aller beaucoup plus dans le détail, et ça, je pense qu'il faut amener le débat, il faut en discuter, et c'est pour ça que moi, j'aimerais proposer des assemblées citoyennes où on pourra rencontrer tous les partis pris de ce genre de décision, que ce soit les agriculteurs, les citoyens, les politiques, pour qu'ils comprennent mieux en fait la réalité de chacun. Mais après, il y a cette interview qui a été donnée par Kairos, qui s'est rendu à la Botte Paysanne, qui est une coopérative qui fait partie du collectif 5C, et qui présente un supermarché ou on va dire un espace de distribution de produits agroécologiques, donc de produits locaux, bio. Tout n'est pas local, parfois c'est en filière courte pour les agrumes, pour les fruits, et il l'explique très bien dans la vidéo. Et là, même si j'ai une reconnaissance énorme pour le travail qui a été fait de mettre en lumière d'autres initiatives, je pense qu'il est aussi important pour toutes ces personnes qui sont exigeants aujourd'hui auprès des agriculteurs de comprendre la réalité. Je reconnais pleinement le travail qui est fait par ces petits producteurs qui décident de mettre la valeur ailleurs que dans le système économique, qui décident d'affirmer leur prix, de ne pas se spécialiser mais de se diversifier et d'utiliser l'environnement, les dimensions écologiques et les dimensions sociales pour travailler. Ils s'alignent vraiment sur des valeurs qui sont celles de l'agroécologie. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils sont transparents. Et on le voit dans l'interview, il y a une vraie authenticité par rapport à leur réalité, au fait qu'ils sont mis en concurrence avec des producteurs qui se sont spécialisés, qui produisent des volumes importants, qui ont des économies d'échelle. Et ce qui est important pour moi, c'est que ces modèles inspirants puissent servir à tous ceux qui n'ont pas encore engagé leur transition, que ça serve de modèle d'inspiration pour la conversion. On parle beaucoup de la spécialisation et de la pénibilité du travail dans cette interview. Et là, je pense qu'il y a aussi des solutions à aller chercher dans les modèles plus conventionnels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont des surfaces énormes à gérer. Ils sont seuls. Et donc la pénibilité du travail, elle est aussi présente. Même s'ils ont des machines, même si ils ont des primes. Aujourd'hui, eux aussi accomplissent des métiers, ils travaillent presque des doubles temps plein, des 70 heures par semaine, mais ils arrivent à le faire à large échelle. Et ça, cette vision un petit peu de s'outiller pour pouvoir prendre soin de grandes surfaces, je pense que c'est une philosophie à garder. Je m'inspire beaucoup aussi de ce que j'ai vécu chez Gros, donc la coopérative maraîchère que j'ai fondée avec 5 amis. Pour lequel Mathieu a quand même aussi toujours une vision de réduire la pénibilité, et parfois ça passe par l'utilisation de machines. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas rejeter à tout prix la machine, mais il faut s'en méfier, il faut reprendre la terre aux machines. Ça, c'est un mémorandum qui a été rédigé par l'Atelier Paysan et qui pour moi est une source énorme d'inspiration. Donc pour ceux qui veulent comprendre un petit peu pourquoi est-ce que la machine aujourd'hui ne doit pas être la priorité, l'outil ne doit pas être la priorité, mais l'humain doit être la priorité. On parle aussi dans cette interview du rôle de la distribution des grandes surfaces. Et là aussi, je pense qu'il faut amener de la nuance et un peu d'objectivité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se nourrissent dans les grandes surfaces. Et c'est une réalité. C'est pas une idéologie, c'est une réalité. Alors, il y a des gens qui ont le temps et la conscience de pouvoir aller dans des magasins bio locaux, mais tout le monde n'a pas l'opportunité de le faire. Et donc, la transition aujourd'hui, elle doit apparaître dans le système tout entier, y compris chez la grande distribution. Et pour ça, en rejetant, on n'arrivera à rien du tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se fédérer, se faire confiance, avoir une vision d'avenir sur comment la distribution doit se mettre en œuvre. Distributeur, c'est un vrai métier. C'est des contraintes, c'est en termes d'emploi, trouver des bons magasiniers, être disponible et ouvert pour que le consommateur puisse avoir accès à tout moment à une alimentation de qualité, c'est un vrai travail. Réapprendre à mettre en valeur les produits de saison, c'est aussi tout un travail que les distributeurs doivent faire. Et pour ça,
ils doivent être soutenus. Euh, Dans cette interview, j'ai entendu un truc qui m'a un peu choqué. J'ai entendu un discours qui disait il faut harceler le politique. Harceler le politique pour qu'il change le cadre légal. Et en fait, moi, je crois pas que harceler, c'est une bonne solution. Je pense que si on veut vraiment pouvoir construire ensemble un modèle agroalimentaire durable, aujourd'hui, il faut le faire avec de la bienveillance, en faisant confiance dans l'humain, dans sa capacité à innover, à trouver des solutions, à se conscientiser sur le fait de produire de manière plus durable. Et c'est pas en harcelant, c'est en éveillant pour moi qu'on arrivera à le faire. Donc ça, c'est un discours que j'aimerais voir un peu nuancé par ceux qui, et je le comprends, hein, sont en colère par tous ces abus de pouvoir que peut avoir aujourd'hui la grande distribution. Il y a des choses aussi qui sont dites et là j'aimerais parfois que les journalistes fassent preuve un peu de crédibilité, qu'ils fassent des recherches avant de dénoncer des vérités. J'ai entendu la famille Colruyt achète des terres partout. La spéculation des terres agricoles, c'est un vrai sujet qui est beaucoup plus complexe que de vouloir mettre le chapeau ou le bouc émissaire sur la famille Colruyt. C'est un problème sociétal lié pour moi au capitalisme et donc allez, décharger cette frustration en balançant tout sur Colruyt, pour moi c'est pas la solution. Il y a une vraie responsabilité aujourd'hui sociétale à avoir sur qu'est-ce qu'on fait des terres et comment on en prend soin collectivement. J'entendais aussi comme solution qu'une des solutions serait de réduire les surfaces de terre. Et ça, pour moi, je pense que c'est un discours difficile à entendre pour des agriculteurs qui ont passé leur vie à investir dans le sol, qui leur patrimoine, chaque fois qu'ils avaient des moyens financiers, ils ont acheté des terres pour les léguer à leurs enfants. Et donc aujourd'hui, leur dire ben, on va redistribuer toutes vos terres, c'est comme si vous, on vous disait ben, on va redistribuer tout l'héritage familial que vous avez. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut avoir une vraie stratégie constructive pour amener les agriculteurs à se diversifier, à travailler avec d'autres acteurs, mettre en place des systèmes de production maraîchère sur les fermes, diversifier avec de l'élevage, avec de la transformation. Et ça, c'est vraiment ce que l'agroécologie peut apporter comme solution. Mais aussi revoir le métier d'agriculteur qui, aujourd'hui, pour moi, ne doit plus être qu'un métier de production, mais qui doit aussi être un métier de prendre soin de l'écosystème et de l'environnement. Parce qu'en prenant soin de l'écosystème, on va réduire les besoins d'intrants, donc d'engrais, de pesticides, et du coup, on va avoir des modèles plus rentables économiquement, plus productifs et plus respectueux, plus durables. J'ai entendu parler de fermes collectives et ça, je pense que c'est vraiment une solution. Et des fermes collectives, elles peuvent être transversales. On peut, dans une ferme collective, retrouver les deux mondes. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir aller filmer avec Reporters Citoyens. C'est vraiment d'aller filmer des projets où on a un agriculteur conventionnel qui s'associe avec un maraîcher, qui s'associe avec un éleveur et des fermes comme ça où on partage des savoirs, des réalités différentes. Parce que c'est là qu'est la vraie richesse. C'est un peu le principe des limites en écologie. C'est quand on se retrouve à la frontière entre deux mondes, c'est là qu'il peut y avoir le plus de biodiversité. Et ça, je pense que c'est une vraie solution. Et pour moi, l'État doit mettre en œuvre des moyens pour que ces fermes collectives puissent exister, puissent être accompagnées, pour qu'on développe d'autres modèles de production. Parce qu'évidemment, il y a des économies d'échelle et on n'arrivera pas à changer le système avec quelques petites initiatives qui permettent de nourrir une petite partie de la population. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on déploie notre conscience collective pour évidemment prendre soin de nous, de nos proches, de ceux qu'on aime, mais aussi penser à l'humanité tout entière, alors que ce soit nous ici en Europe, mais que ce soit aussi tous ceux qui subissent aujourd'hui les travers de notre ultra-consommation et donc toutes les guerres qui en découlent, tous les manques d'approvisionnement alimentaire qu'on peut retrouver sur des continents où en fait il serait possible de produire. Tout ça, ce sera possible quand on aura une conscience collective, une conscience globale du monde. Et c'est important de le garder en tête quand on développe des solutions en Europe. C'est aussi de penser à quel impact cela peut avoir sur le monde.
Voilà un peu où j'en suis arrivé en regardant ces deux articles. Alors ça peut être un peu philosophique, et ce qui est important maintenant, c'est de passer dans le concret, et c'est pour ça que je vous invite à aller maintenant sur le champ, d'aller voir Maxime Janssens, qui est vice-président de la FJA, et qui aujourd'hui sème des betteraves. Donc ça nous permettra de parler un peu de la filière des betteraves sucrières en Belgique, qui est encore une filière qu'on possède en Belgique. On a encore les sucreries. Et voilà, donc d'expliquer pourquoi est-ce que les agriculteurs continuent à produire des betteraves, de comprendre comment ils le font déjà aujourd'hui de manière plus respectueuse dans l'environnement, et comment eux, ça peut leur permettre d'avoir des systèmes qui trouvent une durabilité économique, parce que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Si les agriculteurs sont pas bien payés, pas bien rémunérés, on va perdre de l'emploi, on va perdre du savoir, de la connaissance, et ça, on peut pas se permettre de le faire, parce que même si toutes les décisions aujourd'hui ne vont pas dans le sens de la durabilité, aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir dans les fermes qui doivent rester du bien commun au service de nourrir l'humanité. Voilà, j'avais envie de terminer en vous présentant une petite BD, parce que c'est pas tout d'être dans la tête, mais je pense que l'art et l'agriculture, c'est vraiment un moyen de s'éveiller. Et ça, c'est un film, une BD qui s'appelle Ceux qui me touchent, qui est l'histoire d'un père de famille qui travaille dans un abattoir et qui, grâce à sa fille, s'éveille à proposer une autre manière de mettre en valeur le cochon. Dans ce cas-ci, voilà, il y a un travail artistique qui est fait au travers du cochon. Et donc c'est une BD très touchante que je vous invite vraiment à lire. Elle a gagné plusieurs prix. Ça se lit facilement, c'est léger, ça n'augmente pas l'anxiété que les jeunes aujourd'hui peuvent connaître. Et ça, le monde de la BD, moi, m'a beaucoup ouvert à pouvoir imaginer un nouveau monde. Et donc, c'est une BD que je vous recommande. Voilà. Merci d'être venu m'interviewer chez moi. Et ben, on se retrouve bientôt.